À présent, Rosalie Dutertre, ingénieure réseau légumes défi, à nous rejoindre pour la mise en contexte de l'analyse, et elle interviendra avec Caroline Bouvier d'Ivoire, ingénieure réseau légumes aussi défi. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, dans une dizaine de minutes, Nicolas Chartier va vous présenter des résultats issus de la valorisation des données qu'en tant qu'ingénieur réseau, on récolte chaque année auprès des producteurs qu'on va voir. Et en fait, ces résultats vont être sous forme de moyenne d'IFT qui cachent une grande variabilité entre ce territoire et même au sein de chaque espèce. Parce qu'il y a cette variabilité, parce que la filière légumes est une filière pleine de variété, de diversité. Et donc, l'objectif de notre présentation, là, ça va être d'expliquer cette variabilité. Et pour ça, on va dresser la liste, en fait, qui explique où est-ce que la filière légumes est aussi variée. Donc, nous sommes deux ingénieurs réseau. Ah oui. Alors, voilà. Ah non. Ah, il n'y a plus nos noms. Bon, ben, c'est pas grave. Si, ah oui, en dessous. D'accord, merci. Je suis Caroline d'Ivoire à l'Agribio Vaucluse. Henri Beyer ne peut pas être là pour des raisons médicales, mais il a préparé la présentation avec moi. Et donc, c'est Rosalie Dutertre à la Chambre régionale d'agriculture Pays de la Loire qui le remplace en dernière minute. Donc, en fait, en premier lieu, s'il y a une grande variabilité dans le niveau de traitement et le recours au biocontrôle dans la filière légumes, c'est parce que déjà, la filière légumes regroupe une grande diversité de production. Ne serait-ce qu'au niveau des cultures, il y a 34 espèces qui représentent les légumes principaux qui appartiennent à 8 familles botaniques. Et donc, chaque espèce va avoir ses contraintes et ses propres cortèges de bioagresseurs. Ensuite, on a affaire à des espèces qui ont des cycles de culture très différents. Entre le radis de 3 semaines et la tomate, quand elle est hors sol et chauffée, de 11 mois, le créneau pour gérer la santé de la plante est très différent d'une espèce à l'autre. Ensuite, il y a une diversité de systèmes de production. C'est quoi la filière légumes? Ça va être aussi bien des exploitations qui sont en plein champ que des exploitations sous abri. Ces abris peuvent être chauffés ou non, hors sol ou non. Et en plus, on peut être sur des systèmes plus ou moins spécialisés. Alors, par exemple, on peut mesurer l'IFT d'une salade dans un système maraîcher diversifié, mais aussi le même IFT salade pourra être mesuré sur une parcelle chez un légumier qui fait exclusivement ou quasi exclusivement de la salade. Et cette même moyenne, en fait, elle va couvrir toute cette gamme. Et enfin, quand on parle de la diversité des productions, il y a aussi toute la diversité des producteurs. Entre les producteurs qui ont une culture familiale agricole et tous ceux qui sont en train de s'installer ou qui se sont installés dans les 10 dernières années qui sont non issus du milieu agricole, ce n'est pas la même chose. Il y a aussi une technicité différente, une volonté de se former. On a vu les 3 producteurs qui ont présenté leurs exploitations ce matin. Il y a une forte volonté de se former et aussi à tester des nouveautés, prendre des risques. Et tout le monde, certains producteurs préfèrent jouer la carte de la sécurité. Et tout ça va aussi impacter sur le niveau d'IFT, la moyenne que Nicolas va nous présenter. Une autre raison pour expliquer la diversité des IFT et le recours au biocontrôle, est lié au cadre réglementaire auquel les producteurs sont soumis. Alors, on peut évoquer la réglementation phytosanitaire avec la diversité des produits homologués disponibles pour les producteurs, dont le biocontrôle ne représente que 12%. Donc, le recours au biocontrôle va être un peu plus limité si on veut rester dans la légalité. On peut également préciser le lien entre le DAR, le délai avant récolte, et le durée de cycle. Donc, en fait, dans le cas, par exemple, d'une culture courte telle qu'une salade d'été ou une culture à récolte quotidienne comme le concombre ou la courgette, le DAR des produits va conditionner le choix de ces produits et parfois la non-application de ces produits. Pour respecter ce DAR, on n'a pas la possibilité en fait d'appliquer, donc on fait le choix
de ne pas d'en avoir, et donc au final l'IFT va être un peu plus bas. Dans le cas des cultures de garde, le positionnement des applications en lien avec le DAR va être plus facilité parce qu'on va être sur un cycle beaucoup plus long, à récolte unique. Donc là, on peut avoir automatiquement un IFT qui va être plus important. L'autre cadre réglementaire, c'est celui qui s'inscrit, c'est la réglementation européenne. Donc sur la qualité, c'est plutôt sur la mise, enfin la qualité dans le cadre de la mise en commercialisation, où là en fait, les exigences minimales sont liées au calibre et à l'apparence, à l'esthétique, où on va chercher à avoir un produit sain, pratiquement exempt de parasites et d'attaques, donc présence de moisissures et d'altérations dues à des parasites. Donc, cela conditionne donc les producteurs à gérer réglementairement les ravageurs et à protéger leur culture sur l'esthétique. Ce cadre, en fait, est plus prenant pour la vente de plantes entières, telles que salades, poireaux, même voire dans la filière horticole, plantes en pot, parce qu'on va être sur donc, la plante entière, à volonté de zéro défaut. Et ce n'est pas la même chose quand on est sur une vente de fruits, où là, on est sur la plante entière, elle reste chez le maraîcher, elle reste dans le tunnel, donc les feuilles peuvent être attaquées, ça ne va pas être grave, on va juste se concentrer sur le produit qui va être vendu. Voilà, et en troisième point, si on parle aussi de la diversité d'IFT qu'on peut trouver sur le terrain, on pense forcément au débouché commercial. Donc, étant donné que la plupart des légumes qu'on trouve en circuit long sont quand même produits dans des bassins de production, on va en parler. Donc, un bassin de production permet de mutualiser les process et les outils logistiques, surtout en post-récolte. Et du moment où on standardise les process post-récolte, souvent, on doit aussi standardiser la production. Et ce qui fait qu'il faut respecter un certain cahier des charges pour atteindre une qualité qui permet à la production, aux cultures, ensuite d'être procédé par toute cette chaîne logistique. Donc ça aussi, ça va impacter l'IFT. On avait un petit exemple pour montrer que bel et bien les bassins de production ont un gros rôle à jouer dans la disponibilité des légumes sur le marché. Voilà, ça c'est le poireau. On reviendra sur le poireau. Ça c'est le bassin de production du poireau. Et donc, en conséquence indirecte, en fait, quand on réunit la même culture sur un territoire, on va aussi réunir les bioagresseurs de cette culture sur ce territoire. Et là, on peut penser à l'exemple de la carotte dans les Landes qui est touchée par l'alternariose, aux trips du poireau dans les bassins de production du poireau et aux adventices pour les mâches du bassin nantais. Et en fait, ça, donc c'est normal que sur ces territoires-là, sur ces bassins de production-là, on doive gérer de manière accrue les bioagresseurs et donc que le traitement, l'IFT puisse augmenter. Et voilà. Par contre, le débouché commercial, c'est aussi un moyen pour travailler sur la qualité et les traitements que le producteur réalise au champ. D'une part, il y a des signes de qualité ou des moyens de contractualisation comme la charte zéro résidu qui permet qui oblige le producteur à traiter moins. Ça peut aussi être le cahier des charges bio. Mais il faut aussi penser au circuit court, parce que dans le circuit court, c'est un partage de la contrainte entre producteurs et consommateurs. Et quand le consommateur est tolérant sur une qualité légèrement inférieure, c'est le producteur qui peut réduire certains traitements. Et on retrouve même ce partage de la responsabilité. Ça commence à émerger dans la filière longue, avec des initiatives comme celle des légumes moches, qui permet de partager la contrainte et de réduire les traitements qui doivent être réalisés. Donc ici, c'est encore le poireau, parce qu'on voit qu'en circuit long, généralement, on accepte des poireaux qui ont sur les feuilles, donc c'est comestible, il n'y a pas de souci. Mais à partir d'un certain niveau de dégâts de trips,
on ne va plus les commercialiser, alors que sur des initiatives type circuit court ou les légumes moches, le consommateur accepte de faire un pas, donc c'est des traitements en moins, et en fait on va très bien pouvoir manger le poireau, même avec ses feuilles tachées, et pour le producteur c'est quand même un assouplissement. Un petit zoom sur le biocontrôle. Donc, pour un usage donné, lorsque des solutions biocontrôle et non biocontrôle coexistent, pourquoi le biocontrôle est-il moins utilisé par les producteurs? Donc là, on a pris, ce qui est noté, c'est l'exemple du spinosade et du BT. Je prendrai d'autres exemples, il n'y a pas que ça, parce qu'il y en a d'autres aussi. Donc, bon, les grandes raisons qui font que le producteur ne va pas forcément se tourner vers les produits de biocontrôle, ça va être le fait que les conditions d'application sont plus précises, plus nombreuses à rassembler. Donc là, on peut nommer la température, l'humidité, la photosensibilité, le stade de la cible, qui va rester très précise. Dans le cas du BT, on va chercher à cibler les jeunes stades larvaires. On dépasse ce stade, le produit, on sait qu'il va avoir une efficacité beaucoup plus faible ou aléatoire. On va aussi avoir, les producteurs vont avoir et on l'a évoqué tout à l'heure, on évoque une efficacité partielle, variable, aléatoire. Donc là, c'est pour le producteur une prise de risque au niveau du rendement et de la qualité. Donc cette efficacité, ça peut être lié donc aux bonnes conditions et surtout à une réponse qui va être beaucoup plus longue qu'un produit de synthèse lambda, où là, ils ont l'habitude, les producteurs, d'avoir une réponse rapide, à 100% d'efficacité, bon, pour la plupart des produits phytosanitaires de synthèse. Avec un produit de biocontrôle, on va être sur un temps de réponse qui va peut-être parfois être beaucoup plus long, surtout si on est avec des macro-organismes, et puis avec une efficacité plus aléatoire du fait d'un rassemblement de conditions beaucoup plus importantes. Et puis, une autre raison qui fait que parfois ça ne va pas être pris en compte par le producteur, c'est la multiplicité des passages. Donc effectivement, tout comme le BT, tout comme d'autres produits de biocontrôle où on a une courte rémanence, et c'est aussi pour ça qu'on va les chercher, parce qu'en fait, en profil écotox, la courte rémanence permet que ça a des effets positifs. Cette multiplicité des passages, ça veut dire qu'on se donne des charges de travail en plus, des charges économiques en plus. Et puis, il y a l'acceptation sociale, en se disant que le pulvérisateur, on va le sortir aussi bien pour un produit de synthèse que pour un produit de biocontrôle. Le BT, il va s'appliquer aussi avec un pulvérisateur, sauf que le voisin, dans son jardin, lui, tout ce qu'il va voir, c'est le pulvérisateur, et il ne va pas forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur. À ça aussi, c'est le fait qu'on va chercher à aller... généralement, pour le BT, on va plutôt venir avec un deuxième passage pour encadrer tous les stades larvaires automatiquement, parce que le ravageur, on va avoir une superposition des cycles, et automatiquement, on peut avoir quelques individus qui peuvent passer à la trappe, et donc il faut recommencer, quoi. Quelque chose qui est pas sur la diapositive, mais moi je rajouterais, c'est quand même le coût. Le coût d'accès à ces produits de biocontrôle. C'est simple, quand on est 10 fois plus cher, automatiquement le producteur il n'y va pas. Ça fait partie de sa prise de risque. Lui, derrière, économiquement, il faut que l'entreprise la tienne, et quand s'il est en impasse technique, il va y aller, mais s'il ne l'est pas, automatiquement le choix va être beaucoup plus rapide. À côté de ça, il y a de plus en plus de solutions de biocontrôle disponibles, avec des usages, des AMM qui arrivent, et automatiquement avec des meilleurs profils toxicologiques liés à l'utilisateur, à l'applicateur, mais également écotoxicologiques pour l'environnement. Et donc le fait qu'on n'ait pas de résidus à moyen ou à long terme, on a des effets positifs au niveau de la situation sanitaire globale de l'exploitation.
et pas seulement de la culture, parce qu'on va avoir des effets positifs arrière sur de la lutte biologique par conservation, sur le fait d'une réintroduction d'auxiliaires qui va être beaucoup plus rapide ensuite. Bon ben voilà, on peut laisser la place. Merci beaucoup. Vous pouvez bien vous asseoir. Et on va accueillir Nicolas Chartier, donc de l'Institut de l'élevage, en charge de l'analyse du traitement des données du réseau DEFI. Alors bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous présenter un état des lieux, enfin une étude qui visait à faire un état des lieux du recours au contrôle biologique dans la filière maraîchage du réseau DEFI Ferme. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Chartier, je suis effectivement de l'Institut de l'élevage. Et du coup, ce travail il a été fait en collaboration avec tous les acteurs de la filière maraîchage du réseau DEFI que je citerai à la fin de ma présentation. Je n'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, évidemment. Donc, l'objectif de l'étude, c'est bien de faire un état des lieux du recours au contrôle biologique dans cette filière, d'évaluer les équilibres entre la lutte chimique et le contrôle biologique en fonction des espèces et des situations de production. Donc on a travaillé à partir de la description des itinéraires techniques détaillés. Donc évidemment, on a les informations autour de l'espèce, du type d'intrant, de la dose appliquée, souvent de la cible aussi du traitement, mais pas systématiquement. Ça représente à peu près 7500 itinéraires techniques décrits qui concernent 77 espèces différentes. On a donc fait le choix de travailler sur un nombre restreint d'espèces, donc 12 espèces. Ce choix a été fait à partir de critères comme la représentativité de ces espèces dans les principaux bassins de production, le fait que ces espèces soient soumises à un certain nombre de bioagresseurs et du coup consommatrices de produits phytosanitaires. Donc quand on sélectionne ces 12 espèces, ça fait à peu près 4000 itinéraires techniques. Les 12 espèces sont donc l'aubergine, la carotte, le chou, le concombre, le fraisier, le haricot, la laitue, le melon, l'oignon, le poireau, le radis et la tomate. Donc j'espère qu'il y a au moins une espèce que vous suivez. Et donc, on a travaillé à partir de l'ensemble des campagnes culturales disponibles, donc qui vont de 2009 à 2018. Donc, en gros, on considère 3 grands modes de lutte. Les produits chimiques hors cuivre, y compris ceux qui sont autorisés en agriculture biologique. Le cuivre en mélangeant les produits phyto et les engrais. Et le contrôle biologique. Donc, effectivement, dans cette étude-là, ça recouvre 3 types de produits. Donc les produits phytopharmaceutiques présents sur la liste biocontrôle. Donc maintenant, vous êtes tous hyper calés là-dessus, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Les auxiliaires, donc en gros les macro-organismes qui sont aussi du biocontrôle. Et les stimulateurs de défense des plantes sans AMM. Donc nous, dans l'étude, c'est essentiellement des infusions de plantes, mais c'est un usage très anecdotique, ça concerne moins de 2% des itinéraires techniques étudiés. Et dans le cadre de cette étude, on n'a pas noté de pièges, par exemple, qui étaient utilisés. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été notés ou est-ce qu'ils ne sont pas vraiment utilisés? Mais en tout cas, nous, on n'en a pas retrouvé. Et donc, précision, on s'intéresse bien à la gestion des maladies et des ravageurs et pas à la gestion des adventices. Et donc, comment on fait pour évaluer le recours à ces différents modes de lutte? Alors, on ne calcule pas vraiment un IFT, on compte le nombre de passages de chacun de ces différents modes de lutte. Donc, si on passe un produit chimique, on compte en fait et on crée une variable qui fait on met 1 pour ce mode de lutte. On n'intègre donc pas de dose de référence parce que tous les produits n'en ont pas. Donc ce n'est pas vraiment un IFT à proprement parler. Par contre, si l'application de cet intrant ne concerne qu'une partie de la surface de la culture, évidemment, on proratise à la surface concernée. Donc si on applique un produit sur la moitié de la surface d'une culture de tomates, par exemple, on compte 0,5 et pas 1. Donc en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne pour le biocontrôle? Donc le graphique que vous voyez là, c'est un histogramme qui représente donc en abscisse, c'est l'espèce concernée. En ordonnée, c'est la part des itinéraires techniques de cette espèce concernée par l'application d'au moins un produit de biocontrôle. Les barres bleues sont les itinéraires techniques en agriculture conventionnelle et les barres vertes en agriculture biologique. Et vous avez les effectifs qui sont présents sous le tableau. Donc on voit globalement qu'il y a une certaine variabilité de recours au biocontrôle en fonction des espèces et des modes de production. Globalement, cet usage qui est plus ou moins généralisé, il dépend de plusieurs choses. Donc des produits disponibles en fonction des homologations, donc des usages. Clairement, pour la tomate, je crois que c'est l'espèce où il y a le plus d'usages en fait, de biocontrôle disponibles. Alors que d'autres espèces, les usages sont quand même beaucoup moins généralisés, enfin beaucoup moins disponibles. Également des autres solutions qui sont disponibles. En conventionnel, évidemment, on a d'autres produits chimiques de synthèse
Et donc, on peut éventuellement articuler ces différents modes de lutte entre eux. Et de l'adéquation, évidemment, là on en a beaucoup parlé aussi, de ces produits et de leur efficacité, surtout avec les contraintes des filières, notamment les choses autour du zéro défaut, de la qualité, effectivement, visuelle des produits. Concrètement, qu'est-ce que c'est ces produits qui sont utilisés? Donc, en fait, donc là, l'histogramme que vous voyez en abscisse, c'est la matière active ou la substance qui compose la spécialité commerciale. Et en ordonnée, c'est la fréquence d'utilisation de ces produits. Donc, la première information, c'est qu'il y a une diversité relativement limitée quand même des produits qui sont utilisés. Il y a 54 spécialités commerciales différentes qui sont citées, mais elles recouvrent finalement que 19 substances actives différentes. Et parmi ces 19 substances, il y en a 10 qui représentent 98% des usages. Donc, vous voyez, déjà, on est quand même sur quelque chose d'assez concentré. Et quand on prend les 4 principales, donc Bacillus thuringiensis, le soufre, le phosphate ferrique et l'huile essentielle d'orange douce, ça représente 73% des usages. Donc voilà, on est quand même sur un usage très très concentré. En termes de cible, on a à peu près la moitié de ces applications qui visent les maladies, 36% les insectes et les 15% restants les mollusques. En ce qui concerne les auxiliaires, donc là maintenant vous êtes familier avec le type de représentation, donc toujours en abscisse les espèces, et là en ordonnée par contre c'est la part des itinéraires techniques qui ont recours à des lâchers d'auxiliaires et en fonction du coup du mode de production bioconventionnel. Donc sans surprise, ça a déjà été dit, les espèces qui sont les plus concernées par les lâchers auxiliaires sont celles qui sont conduites sous abri ou sous serre. Et en général, quand même, on a une part plus importante des itinéraires techniques en agriculture biologique qui utilisent des lâchers d'auxiliaires. Alors, exception faite de la tomate, vous voyez ici, et de la fraise. Vous voyez la tomate et la fraise qui est ici. On voit qu'en agriculture conventionnelle, il y a un recours plus généralisé aux auxiliaires. C'est dû à l'échantillon, parce qu'en fait, là, dans l'échantillon, en tomate, on a une proportion beaucoup plus importante dans les itinéraires techniques qui sont conduits sous abri ou sous serre. Ou dit autrement, en bio, on a plus d'itinéraires techniques en plein champ, et en plein champ, finalement, les lâchers d'auxiliaires sont quand même pas très efficaces. Donc là, c'est plutôt un effet d'échantillon plutôt que d'un effet vraiment de pratique. Il y a une certaine diversité auxiliaires qui sont citées. Alors, j'ai cité les 3 principaux, mais globalement, c'est principalement des hyménoptères parasitoïdes pour un gros tiers, des punaises prédatrices et des acariens prédateurs. Et après, on a aussi des chrysopes, des coccinelles, mais là, c'est vraiment plus anecdotique. Donc, quand maintenant on regarde globalement ces différents modes de lutte et comment ils s'articulent en fonction des modes de production, donc agriculture biologique et conventionnelle, ça donne ce graphique, donc un nouvel histogramme. Alors, l'air en bleu, c'est le recours à la protection chimique hors cuivre. L'air en jaune, c'est le cuivre. Le premier vert, c'est le biocontrôle. Le deuxième vert plus clair, c'est les auxiliaires. Et le vert que vous ne voyez pas, c'est les stimulateurs de défense des plantes hors AMM. Et donc, finalement, comme je vous ai dit au départ, c'est très anecdotique, donc on les a mis quand même, mais on n'en voit pas beaucoup. Alors, évidemment, si on voulait être très, très rigoureux, on ne pourrait pas afficher ce graphique, parce qu'en fait, on compare bio et conventionnel, alors que ce n'est pas les mêmes espèces derrière, exactement, ce n'est pas les mêmes équilibres d'espèces, ce n'est pas les mêmes équilibres de type de production, sous-abri, hors sol, serre, etc. Mais n'empêche que ça donne quand même des idées sur les équilibres globaux, on va dire, en termes de stratégie de lutte contre les bioagresseurs. Donc, 2 informations principales. Globalement, on a beaucoup plus d'interventions en nombre qui visent donc les ravageurs et les maladies en agriculture conventionnelle. On a en moyenne autour de 5 interventions en agriculture conventionnelle, quand on est autour de 1,5 en agriculture biologique. Et l'articulation entre ces différents modes de lutte est différente. On a une stratégie chimique qui est majoritaire en agriculture conventionnelle, avec près de 80% des interventions qui sont des applications chimiques, donc soit cuivre, soit autre. On a quand même 20% d'applications qui sont du contrôle biologique, donc c'est quand même significatif, avec principalement du biocontrôle, mais également des lâchers d'auxiliaires. Alors qu'en agriculture biologique, c'est plutôt l'inverse. On a majoritairement une stratégie non chimique, avec 70% des interventions, et un recours pratiquement exclusif au cuivre sur la partie chimique. Alors ça cache évidemment une diversité avec les espèces derrière, donc on va y venir tout de suite. Même graphique pour l'agriculture conventionnelle en regardant ça en fonction des espèces. Donc là, on se rend compte, quelque part, on confirme ce qu'on a dit avant, donc on a quand même un usage des produits chimiques qui est majoritaire. Les aires en bleu sont majoritaires dans toutes les espèces. Par contre, on a quand même des stratégies différentes selon les espèces et surtout les systèmes de production. Typiquement, les espèces qui sont conduites au moins en partie, sinon en majorité, sous serre ou sous abri,
on voit qu'on a un recours au contrôle biologique qui est plus important, donc les tomates, aubergines, concombres. Donc là, c'est biocontrôle et aussi pas mal d'auxiliaires. Et par contre, les cultures qui sont conduites majoritairement ou exclusivement en plein champ, là, pour le coup, il n'y a pas de recours au contrôle biologique. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté non plus. Et si on regarde la même chose au niveau de l'agriculture biologique, c'est presque le schéma inverse. Donc on a un recours très majoritaire aux produits alternatifs, donc au contrôle biologique, et dans une moindre mesure au cuivre. Comme Sophie l'a précisé tout à l'heure, il y a quelques produits chimiques qui sont autorisés, donc notamment le Success 4, Pire et Vert, avec des usages quand même très occasionnels. C'est les parties qui sont en bleu que vous voyez là, donc c'est quand même vraiment occasionnel et anecdotique, disons. Et donc les cultures sous abri ont un recours beaucoup plus massif aux auxiliaires. Les cultures de plein champ, globalement, en agriculture biologique, traitent peu sur la gestion des maladies et des insectes. Alors de la même façon, là, on mélange finalement l'ensemble de la gestion des différents bioagresseurs. Donc quand on entre un peu dans le détail pour un exemple qui est la tomate. Donc là, c'est la tomate conduite en agriculture conventionnelle. On a sélectionné les 5 principaux bioagresseurs cités lors de la description des itinéraires techniques. Donc là, pour vous dire ce que vous avez dit tout à l'heure, vous voyez qu'en gros, sur cette partie-là, on décrit il y a en gros 90% des tomates en agriculture conventionnelle qui sont conduites soit sous abri, soit en hors-sol. Donc on a quand même une diversité des stratégies mises en œuvre en fonction des bioagresseurs visés. Si on regarde les maladies, donc le mildiou, c'est 100% chimique, donc cuivre ou autre. L'oïdium, c'est très largement du biocontrôle, donc du soufre. Et sur les insectes, c'est très variable d'une espèce, enfin insectes et acariens, c'est très variable d'une espèce à l'autre, enfin d'un type d'espèce à l'autre. Pour les acariens, on a un recours aux chimiques qui est très faible, donc c'est principalement biocontrôle et des auxiliaires. Pour les aleurodes, c'est principalement des auxiliaires. Et pour les chenilles noctuelles et teignes, c'est majoritairement, on va dire, moitié chimique et moitié non chimique. Et sur le non chimique, c'est principalement du biocontrôle. Pour les tomates en agriculture biologique, donc là, vous voyez, les situations de production sont assez différentes. Donc là, on a une proportion de plein champ qui est beaucoup plus importante. Donc on a forcément moins d'auxiliaires aussi qui sont utilisés. On a quand même néanmoins une diversité de stratégies. Donc pour les maladies cladosporiose et mildiou, qui sont les maladies les plus citées, donc là, c'est du cuivre, en gros. Et pour les insectes, ça dépend. Donc pour les pucerons, on est sur des auxiliaires et du chimique, mais chimique autorisé. Et évidemment, bien sûr. Et pour les aleurodes, on est principalement sur les auxiliaires. Et pour les chenilles noctuelles et teignes, c'est du biocontrôle. Donc en conclusion, on peut dire qu'effectivement, le contrôle biologique est bien implanté dans la filière maraîchage, donc qui s'intègre évidemment dans la boîte à outils des exploitants pour lutter contre les bioagresseurs, mais également est soumis aux contraintes, donc on en a beaucoup parlé avant, propres à chaque système, les produits disponibles, les marchés, la technicité. Les auxiliaires semblent quand même bien adaptés à des contextes de culture confinés, mais pas aux cultures en plein champ, ou en tout cas c'est vraiment très anecdotique. Les produits de biocontrôle représentent clairement une alternative, mais la gamme reste à étoffer parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un nombre d'usages, même s'ils sont importants, finalement couverts, qui sont assez limités. Et surtout, éloigner quand même le spectre des résistances, parce que ce n'est pas parce que c'est des produits de biocontrôle qu'il n'y a pas de résistance potentielle. Et donc, pour aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est vraiment un aperçu du travail, on va publier une synthèse technique dans l'année 2020, en lien avec la DGAL, pour présenter ces résultats de manière plus exhaustive. Et je ne peux pas, du coup, finir cette présentation sans citer l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette étude. Alors, du coup, je n'avais pas cité, il y a Cathy Ecker, Maxime Liénard, Jean-Luc Péden. On a aussi donc Mehdi Aïtabas, Karine Barrière, Lucille Bertillot, Henri Beyer, Estelle Baudy, Caroline Bouvier d'Ivoire, Éric Bressy, Daniel Breton, Laurent Camoin, Olivier Carême, Maxime Chabalier, Cécile Delamarre, Florian Dénard, Rosalie Dutertre, Lucie Drogou, Jean-Claude Dufaux, donc Cathy, j'ai déjà cité, Anne-Sophie Ferré, Camille Fonteny, Frédéric Furet, Valérie Ginoux, Camille Giraudet, Christian Guivarch, Émilie Janoyer, Alexander Kroner, Maxime Liénard, Nicolas Mezencef, Fleur Moirot, Geoffrey Monet, Léanie Sol, Jean-Luc, je l'ai aussi cité, Gilles Planas, Maxime Renou, Fabrice Ribouchon, Pauline Chinazi, Sylvie Valbuzy, Louise Vernier et Pierrot Lionel Yemadj. Et merci à vous de votre attention. Merci bien. Troisième et dernier intervenant de la matinée, André Chabert, donc chargé de valorisation défi XP.
Bonjour à tous, donc je suis André Chabert, je travaille à l'ACTA et je suis basé à Lyon et je vous propose de vous faire part d'une analyse qu'on a faite sur les méthodes de contrôle biologique qui ont été mobilisées dans le cadre de Défi XP durant la période 2012-2018. Donc en fait l'objectif un peu de cette étude, c'était suite à la rédaction des fiches système dans le cadre de ce programme, de tirer les enseignements de l'utilisation des méthodes de contrôle biologique. Donc on a employé le terme méthode de contrôle biologique pour être tranquille par rapport à la réglementation. Et donc notre objectif, c'était de partager les avis émis dans les différentes expérimentations système en culture spécialisée et identifier ce qui avait réussi et les difficultés qui avaient pu être rencontrées. Donc là, vous avez une carte présentant le réseau défi XP1. Donc en vert, c'est les systèmes en culture légumière. En rouge, c'est les systèmes horticoles. Et l'autre couleur, c'est pour les départements et régions d'outre-mer. Donc notre démarche, c'est à partir de ces fiches systèmes qui ont été finalisées cet automne, c'est d'identifier dans la partie stratégie de gestion des bioagresseurs les informations et les extraire. Donc on avait 30 fiches systèmes venant de 8 projets en culture légumière. On avait 15 fiches en horticulture venant de 4 projets et 8 fiches venant de 3 projets en culture tropicale. Donc sur chaque fiche, on regarde la méthode qui est citée et on considère que c'est une utilisation. C'est le terme qu'on utilisera tout au long de l'exposé. Et on a rempli un fichier, bien sûr. Et on a extrait le type de méthode, la cible visée et le niveau de satisfaction de l'expérimentateur, s'il exprimait en bonne satisfaction ou d'une manière mitigée ou insatisfait de cette méthode. Et il y a aussi une case « Aucun avis est émis ». Donc, par rapport aux cultures légumières, on a eu l'analyse de 182 utilisations où on a eu des micro-organismes. Attendez, pardon, il y a une animation qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Donc il y a eu 182 utilisations. Donc en violet, c'est les macro-organismes. Hein, vous voyez, donc il y a en bleu, c'est les micro-organismes. Et en orange, c'est les substances naturelles. Donc on a un peu un équilibre pour cette filière. Pour l'horticulture, on a pour 80 utilisations, on a comme une grande majorité de macro-organismes. Et pour les cultures tropicales, qui sont essentiellement dans ces projets hors sol, on a un usage plus important de plantes de service en vert, de substances naturelles en orange. Et en jaune, c'est tout ce qui est médiateur chimique, piégeage à phéromones. Donc, la répartition, là, sur ce graphique, vous voyez le nombre de méthodes de biocontrôle qui sont utilisées par système. Donc, on a déjà parlé de ce phénomène, c'est quand, pour les projets légumes, en plein champ, on a des niveaux d'utilisation beaucoup plus faibles des méthodes de biocontrôle. Les méthodes sont plus utilisées sous abri et hors sol, et c'est surtout essentiellement dû à l'introduction des auxiliaires des cultures macro-organismes. En horticulture, on se retrouve un peu à la même situation qu'en culture légumière sous abri et hors sol, du fait un peu du caractère généralisé des abris dans ces filières. Et en culture tropicale, on est un peu plus faible, bien sûr, parce qu'on est dans des cultures en plein air. Donc l'évaluation des méthodes, donc, par rapport à l'ensemble des substances naturelles qui ont été utilisées, donc on a recensé 43 utilisations, donc 30 avec des produits d'origine minérale, hein, qui sont le soufre, l'hydrogénate de carbonate de potassium, le phosphate ferrique, le phosphonate de potassium, et puis des huiles avec ou sans pyrètre, et des substances d'origine végétale ou animale, hein, donc pour 13 utilisations. Donc, je cite que les premières, acide pélargonique, le chitosan, la pectine ou l'huile essentielle d'orange douce.
Donc ces utilisations se répartissent de cette manière sur ce graphique. Et on a recensé donc les avis des expérimentateurs lorsqu'ils étaient exprimés dans ces fiches système. Donc en général, on a de bonnes satisfactions pour des choses qui s'appliquent sur des maladies aériennes. Donc on a l'hydrogénate de potassium, le soufre. Bon, ça fonctionne assez bien. Mais par contre, on a des questions qui se posent un peu plus sur des SDP, sur les huiles essentielles d'orange douce, et aussi quelques questions sur le phosphate ferrique vis-à-vis des mollusques. Pour les micro-organismes, on a eu 43 utilisations dans l'ensemble des cultures spécialisées. Donc ce sont des bactéries, bien sûr, il y a le Bacillus thuringiensis et quelques bacillus aussi qui sont utilisés contre les maladies telluriques. Et on a des champignons qui sont essentiellement utilisés, Conotrium, Trichoderma et Pythium, contre des maladies telluriques. Et il y en a un seul qui est utilisé contre un arthropode, enfin, contre les aleurodes, un lécanium. Donc il y a aussi des micro-organismes pour biotisation des substrats qui ont été employés en culture horticole. Donc par rapport à ces organismes, donc là il y a une répartition un peu homogène entre bactéries et champignons. Et en termes de satisfaction, on a un peu ces mêmes tendances. Hein, ce qui est aérien, comme quand c'est renseigné, le BT est assez satisfaisant. Mais on a plus de questions qui se posent sur tout ce qui est appliqué dans le sol. C'est beaucoup plus difficile à contrôler et les maladies à suivre. Et donc on a des questions sur le conotrium aussi qui apparaissent régulièrement. Donc par rapport... oui, ça, pardon, excusez-moi, ça c'était en culture légumière. Et en horticulture, on a la même chose, mais il y a un quart du cercle qui est représenté par la biotisation des substrats. Et en termes d'efficacité, il y a quand même pas mal de questions sur la biotisation des substrats. Mais par contre, bon, il y a pas mal de méthodes qui donnent satisfaction. Et peut-être même les gens maîtrisent peut-être mieux en horticulture et en général, en moyenne, il y a plus de satisfaction en horticulture. Donc pour les macro-organismes, on a recensé 115 utilisations. Hein, donc c'est essentiellement c'est des acariens prédateurs. Hein, donc ces acariens prédateurs ont une certaine diversité d'espèces, bien sûr, je ne vous les citerai pas tous, mais il y a aussi des apports de pollen hein, pour les nourrir, pour qu'ils se maintiennent quand il n'y a pas trop de proie. Il y a des cécidomies aussi, parasites de pucerons, et on essaye d'installer sous abri en général des potentilles pour les maintenir aussi. Il y a les cirfes aussi, donc il y a des larves de cirfes, et aussi on essaye d'attirer les cirfes adultes par des plantes relais comme Alyssum ou des potentilles. Il y a les hyménoptères parasitoïdes hein, qui sont largement utilisés. Donc après, il y a toujours des questions par rapport à leur usage et à leur spécificité vis-à-vis des pucerons. Donc on essaie de les attirer avec des éleusynes aussi. Il y a les punaises prédatrices, un Macrolophus, et on essaye aussi de les maintenir par des plantes relais ou avec des apports de pollen, ou alors avec un nourrissage avec des cystes d'Artémia. Donc il y a aussi les larves de chrysopes et dans quelques cas des coccinelles. Donc ces usages en culture légumière sont répartis dans ces proportions hein, sur 63 utilisations. Donc on a des satisfactions quand même correctes sur les punaises prédatrices et les acariens prédateurs. On a un peu plus d'interrogations sur les hyménoptères parasitoïdes, sur les cirfes et sur les larves de chrysopes. Donc pour l'horticulture, on va se retrouver avec un peu les mêmes catégories d'organismes.
Donc, en termes de satisfaction, pour les acariens prédateurs, elles sont vraiment très souvent très bonnes. Pour les hyménoptères parasitoïdes, on a toujours un peu des interrogations. Mais est-ce que c'est la bonne espèce qui a été utilisée vis-à-vis de tel ou tel puceron? On peut se poser la question. Il y a des larves de chrysopes aussi qui sont peut-être mieux maîtrisées et des coccinelles en horticulture qu'en culture légumière. Donc, pour les plantes de service, c'est essentiellement 15 utilisations. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt qualitatif. C'est des plantes pour biofumigation qui émettent des substances toxiques et qui sont enfouies. Donc, il y a le sorgho, les tagetes et les crotalaires à La Réunion. Il y a des plantes barrières, donc, pour empêcher le déplacement de mouches à larves phytophages. Donc, c'est des plantes de maïs, par exemple, des plantes attractives pour attirer les auxiliaires et les maintenir en absence de proie, donc on en a parlé. Et il y a des plantes pièges qui sont détruites ou effeuillées régulièrement quand il y a des aleurodes ou des trips qui vont dessus. Il y a l'aubergine et les tagetes qui sont comme ça. Donc, quelle méthode pour quel bioagresseur? Donc les maladies liées au sol, on a essentiellement des micro-organismes, je ne vous les cite pas. On a un cas de plantes de service et il y a quand même beaucoup moins, sur 30 utilisations, il y a 14 cas d'avis mitigés. C'est quand même des choses qui sont plus difficiles à maîtriser que, par exemple, en termes de satisfaction, que les maladies des parties aériennes, c'est essentiellement le idiome et le mildiou, où sur 36 utilisations, on a quand même 29 avis bons. Pour les ravageurs, donc là il y aura 2 diapositives. Donc il y a les acariens et les trips, où on a surtout des acariens prédateurs, mais aussi d'autres organismes, mais aussi des plantes pièges qui sont utilisées. Pour les pucerons, on n'a que des macro-organismes. On a des hyménoptères parasitoïdes et des chrysopes et des cirphes qui sont utilisés. Pour les aleurodes, donc il y a des acariens. Il y a aussi une solution, l'écanium, qui est un champignon. Il y a aussi des huiles essentielles d'orange douce et puis des aubergines comme plante piège. Donc la gamme est un peu plus importante. Pour les lépidoptères, on a le bt, on a Macrolophus et on a des pièges à phéromones. Pour les mouches de la carotte et de la tomate, on a des pièges à phéromones, des mélanges fleuris. Pour les nématodes, on a Trichoderma, des sorghos. Il est aussi envisagé des apports de fumier. Pour les mollusques, on n'a que le phosphate ferrique. Et en général, les satisfactions sont quand même assez bonnes sur l'ensemble des ravageurs. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a quand même presque la moitié des gens qui n'ont pas vraiment identifié l'efficacité. Donc en termes de conclusion, c'est une analyse qui est assez empirique, mais on a senti l'utilité de faire un peu une synthèse transversale de l'ensemble des fiches systèmes qui a été produite cet automne. Ça met en évidence des réussites, une large utilisation des méthodes de biocontrôle dans ce cadre, et souvent avec une bonne satisfaction globale. Bien sûr, il y a des conditions optimales d'efficacité à respecter. C'est des leviers qui sont utilisables sur différents plans, sur le plan de l'efficience, de la substitution et de la reconception des systèmes. On a des difficultés à résoudre, c'est prendre du temps pour l'observation et pour installer les équilibres permanents, pour des équilibres qui permettent la régulation naturelle. Donc, selon le cycle des cultures, ça peut être plus ou moins long. Un gerbera, c'est pas pareil qu'une laitue. Donc il faut prendre en compte que l'efficacité est très dépendante de facteurs qui sont encore mal connus, et donc pas forcément très maîtrisés, comme le climat, la date d'application, le mode d'application, le fait qu'il faut un nourrissage, des plantes relais, etc. Et il faut ainsi acquérir de nombreux savoir-faire, et donc il faut du temps. Donc, entre le début des projets et la fin, les projets ont toujours beaucoup évolué en 4 ans par rapport à l'acquisition du savoir-faire par les expérimentateurs. Et qu'il faut aussi mettre des aménagements spécifiques en place, comme des relais, etc. Et que tout ça, l'ensemble,
de toute la mise en œuvre de ces méthodes, ça a un coût, et ça a un coût qui est assez important et qui doit être compatible avec la conduite de la culture et la réussite économique de la culture. Et donc, pour l'avenir, ce qu'on pense continuer à faire, c'est à développer un peu cette transversalité et ce transfert des connaissances entre les connaissances vraiment fondamentales issues de la recherche, les informations techniques qu'on peut avoir, les données expérimentales, et puis les remontées de terrain aussi un peu qualitatives. Donc je vous remercie de votre attention, et je tiens à remercier tous les expérimentateurs du réseau Défi XP durant cette période, qui sont très nombreux, et la cellule d'animation nationale. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. André Chabert, si vous voulez bien vous asseoir. Alors, on peut prendre une ou deux questions. Qui souhaite poser des questions sur ces trois parties, trois séquences? Ou des précisions, ou tout est clair? Tout est clair. Bon. Ah, non, tout n'est pas clair. Madame Delinre. Alors, juste une remarque et peut-être question. En fait, on voit qu'il y a une contradiction entre cette volonté de changer les produits, de prendre des produits biocontrôle, et toute cette réglementation sur la qualité, sur la circulation des végétaux, là, une réglementation qui s'est mise en place fin d'année dernière. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi des projets pour changer peut-être le regard du consommateur? Il y a quelques années, il y avait les légumes moches qui existaient dans les supermarchés. Maintenant, ça n'existe plus. Au niveau des circuits courts, par contre, les contraintes sont un peu moins fortes, et on voit qu'il y a des légumes moches qui peuvent être distribués plus facilement sur les circuits courts. Donc, ma question sur la grande distribution, est-ce qu'il y a des projets ou est-ce qu'il y a des initiatives pour changer ce regard et avoir une meilleure acceptabilité de produits un petit peu tachés ou un petit peu malades Qui souhaite répondre sur ces initiatives de la grande distribution? Alors, je vais répondre un peu à côté, parce que je pense que les personnes qui pourraient répondre à ce sujet, c'est peut-être qu'elles sont dans le public. Par contre, je voulais dire, quand on parle acceptabilité des produits, moi, ça me fait penser à filière aval. En fait, le changement de pratique sur le terrain, chez les producteurs, parfois, les obstacles, ils sont liés dans la filière, en amont ou en aval. C'est-à-dire, on parlait de la disponibilité des produits de biocontrôle chez le fournisseur pour quand le producteur veut acheter un produit alternatif au phyto, ou bien même dans les process de logistique et d'agréage. Et là, je pense à un autre projet Ecophyto, donc c'est pas Défi, mais c'est quand même Ecophyto, qui va commencer cette année, qui s'appelle Interlude et qui a pour objectif d'étudier comment, en faisant travailler les producteurs, la filière amont et la filière aval, on peut lever ces obstacles qui ne concernent en fait pas que le champ. Et donc c'est aussi un projet sur 3 ans. On va probablement pas regarder comment la grande distribution permet aux producteurs d'écouler une production moins qualitative visuellement, mais déjà c'est comment est-ce qu'on fait un focus arrière, on prend une approche plus globale. Et je propose à Cathy de répondre pour être plus juste. Pour compléter, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en avant dans les nouveaux projets qui démarrent, en lien étroit avec l'implication d'interlocuteurs économiques. Donc, je vous ai parlé dans la vidéo de Fragassist, où il y a des groupements de producteurs qui sont impliqués, qui vont héberger les expérimentations. Et ces OP, en fait, elles sont en lien direct avec la mise en marché derrière. Donc, il y a dans les changements de pratique, le poids économique, l'impact économique de ce changement de pratique et l'impact qualitatif, il est direct, il est intégré directement dans les règles de décision que l'on peut bâtir pour gérer l'ensemble des bioagresseurs. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ce type de projet, c'est que suivant les sites qui hébergent les expérimentations, eh bien, on ne va pas bâtir les mêmes règles de décision parce que derrière, les objectifs que l'on recherche ne sont pas forcément les mêmes pour la gestion d'un même type de bioagresseur. Donc, il y a cette démarche-là dans un certain nombre de projets Défi XP. Après, il y a des initiatives qui viennent aussi des producteurs
en lien directement avec leurs clients, mais là qu'on maîtrise beaucoup moins et qui débouchent sur des démarches commerciales que l'on peut voir dans les médias. Après, il n'y a pas d'approche collective, c'est plus de l'initiative individuelle qui se mettent en place pour prendre en compte ces éléments-là, mais c'est lié aussi au fonctionnement de la filière et de sa diversité de fonctionnement. On n'a peut-être pas répondu totalement sur la grande distribution, qui était une partie de la question. Est-ce que la grande distribution va développer des initiatives comme les légumes moches qui ont été arrêtés, c'est ça aussi? Oui. Qui peut répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut répondre? Oui, monsieur... Oh, pardon. Et après? Non. Bonjour, Xavier Mettet de France Nature Environnement Pays de la Loire. Sur les légumes moches, en fait, les grandes surfaces se sont surtout engagées dans ce programme-là, dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc avec une autre entrée, d'autres objectifs. Et les grandes surfaces ont trouvé d'autres solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et ont moins communiqué sur ces grandes opérations de légumes moches. Mais je crois que dans la politique gaspillage alimentaire défendue par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ça existe toujours. Sauf que les grandes surfaces se tournent vers autre chose, comme d'autres systèmes de dons vers des associations caritatives, etc. Mais il y avait donc un intérêt de travailler sur les légumes moches pour effectivement diminuer la pression phyto, etc. Et ça, je ne pense pas que les grandes surfaces l'aient perçu. Elles ne sont pas rentrées dans le légume moche pour ça. Pas d'autres précisions? Oui. Peut-être en complément sur les propos de Cathy. Dans le cadre du plan Ecophyto, en fait, il y a une demande vers les administrations à ce qu'il y ait un accompagnement justement de l'aval sur de la réflexion pour la modification des cahiers des charges. Et je sais qu'au niveau des DRAF, il y a une rencontre avec des opérateurs de l'aval en fonction des régions sur différentes filières pour justement travailler cet aspect-là et modifier la demande et pour pouvoir après installer en production une nouvelle façon de produire. Donc on part vraiment dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plus le producteur, mais bien le metteur en marché avec lequel on travaille et on initie des réflexions. Donc, à titre d'illustration, il y a une démarche qui est déjà en cours dans les Hauts-de-France sur le légume d'industrie et la pomme de terre, avec deux grands groupes, McCain et Bonduel, sur cette problématique-là, et ça va fleurir dans les différentes DRAF au cours de l'année. Merci. Au tout dernier rang, 2 questions. Oui, bonjour, David Lafont de l'Institut français de la vigne et du vin. Je me faisais la remarque en regardant les différentes présentations. Au cours de la vidéo tout à l'heure, il me semble que c'est sur les cultures tropicales, on a entendu parler de lutte biologique par conservation. C'est aussi une forme de contrôle biologique. Or, ça n'a pas du tout été évoqué dans vos présentations. Donc, est-ce que c'est juste parce que c'est compliqué à évaluer le recours à ce type de levier? Ou est-ce que c'était complètement en dehors du champ? Ou est-ce que c'est qu'il n'y a pas du tout été fait recours, en fait, dans ce que vous avez évalué, enfin, que ce soit sur les fermes ou les réseaux XP? Qui répond? De manière qualitative, enfin, ça a été un peu... Enfin, là, il y a eu beaucoup de choses... on tenait compte... Enfin, les projets défis XP, c'était surtout à l'échelle du système de culture. Et c'est vrai que l'environnement de la parcelle joue un rôle important dans la lutte par conservation. Et dans les XP recensés, on essaye d'attirer... en général, c'était pas ça, parce qu'il y a beaucoup d'études sous serre, quoi. Et c'est un peu difficile de faire venir les auxiliaires à l'intérieur des serres, mais c'est des questions qui se posent de plus en plus dans la V2. C'est d'une manière générale de tenir compte des auxiliaires naturellement présents autour, quoi, et de les favoriser et de favoriser leur action. Mais dans l'ensemble des projets, j'ai l'impression que c'était cité dans 10 ou 20% des projets, quoi. Merci. Et juste en complément, pardon Jean-Paul. Oui, du coup, au niveau ferme, en fait, on n'a pas regardé ça vraiment. C'est assez compliqué. Enfin, on n'a pas regardé ça en détail. Il faudrait typer quelles pratiques permettent du coup d'être justement de conserver les auxiliaires. Enfin voilà. Donc on a, pour l'instant, à ce stade de l'étude, on n'a pas creusé ce point-là, mais effectivement. Alors c'est vrai qu'en vigne, pour le coup, c'est une stratégie qui est très importante sur les auxiliaires, la lutte par conservation. Du coup, en maraîchage, il faudra qu'on prenne en compte ce point-là. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment fait, quoi.
Madame. Oui, bonjour, Virginie Odo de la FNPHP, donc c'est le syndicat horticole et pépinière de France. Je reviens juste sur la question d'avant, sur la communication. Au niveau du syndicat, effectivement, cette problématique est remontée et on s'est lancé dans un projet du coup donc financé par Ecofito sur la communication à l'aval, donc aux grossistes et également au consommateur final via les jardineries voilà, il y a des producteurs qui font de la PBI et du coup, il y a des plantes qui sont un peu trouées, tachées ou alors avec des auxiliaires. Et c'était des plantes qui, du coup, pouvaient être refusées par l'aval de la filière, justement à cause de ces défauts-là. Et donc, on commence un projet de communication sur ce sujet-là. Alors, c'est le début, donc il n'y a pas de résultats, mais en tout cas, on espère que ça va pouvoir un peu changer les mentalités. Voilà, c'est un bout de réponse. D'accord, merci. Une toute dernière question, une remarque, un témoignage ou pas? Non? Bon, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Et puis, on va attaquer la partie déjeuner avec un buffet qui vous attend, qui est prêt. Et on se retrouve ici à 14h précises pour l'après-midi avec notamment des interventions et une table ronde. Bon appétit à toutes et à tous.